Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans En route pour demain, votre émission sur les mobilités, toutes les mobilités sur BFM Business et notre nouvelle chaîne Tech & Co. Alors au sommaire cette semaine, où en est le marché du vélo en France? Est-ce que les fabricants ont résolu les problèmes de pénurie depuis le premier déconfinement? On fait le point avec Pascal Samama. Et une voiture électrique mais qui ne se branche pas, c'est l'innovation développée par la start-up Circle, conçue pour le free floating. Son cofondateur Alain Didouka est notre invité. Puis nous allons faire un gros point sur Mobilize. Alors Mobilize, c'est la branche services et nouvelles mobilités du groupe Renault, avec notamment l'essai de leur premier VTC. Et puis nous ferons un point sur leur offre de data, des données qui doivent notamment aider les collectivités locales à améliorer l'état des routes. Voilà, vous savez tout, c'est parti pour un nouveau numéro d'En route pour demain. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes, avec Pauline Ducamp. Voilà, nous sommes de nouveau ensemble comme chaque week-end sur BFM Business et Tech & Co pour En route pour demain. Et comme depuis un certain temps, on évoque le vélo. Alors, le vélo, c'est depuis, on l'a tous redécouvert depuis le premier déconfinement, ou découvert tout court, mais c'était un petit peu compliqué d'acheter des vélos il y a quelques temps. Pascal Samama, bonjour. Bonjour. Alors on en est où de cette pénurie de vélos? Est-ce que les fabricants ont réussi justement à retrouver des composants, à résoudre tous les problèmes logistiques qui avaient survenu après la crise du Covid? Faut se rappeler quand même qu'on partait de très loin, hein. Les usines, pendant plusieurs mois, ont fermé. Elles ont ouvert quasi toutes en même temps. Au moment où tout le monde avait besoin de pièces, de composants pour assembler les vélos, bref, c'était devenu introuvable. Il y avait des délais de livraison totalement dingues et les prix ont augmenté. Non seulement les prix ont augmenté, mais aussi il y avait des délais d'attente considérables pour avoir un vélo. La situation est maintenant derrière nous parce que d'une part, la ruée vers le vélo est devenue et a cessé. Hein. La demande était, faut quand même se rappeler que la demande était hystérique à ce moment-là. L'offre s'est stabilisée, mais surtout les grandes usines de vélos, que ce soit Arcade, Cycle Europe, la manufacture du cycle, ont commandé en nombre des pièces pour pouvoir assembler suffisamment de vélos pour répondre à la demande. Problème. Ouais, revers de la médaille. Revers de la médaille, ouais. Avec tout ça, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté non pas parce que les fabricants ont eu envie d'augmenter les prix, mais parce que les coûts du transport ont explosé, parce que les coûts des matières premières ont grimpé, parce que l'acier, l'aluminium, les composants de base pour les matériaux de base pour fabriquer un vélo ont grimpé. Bref, les coûts ont augmenté. Le prix d'un vélo entre 10 et 20% par rapport à 2019. C'est l'inflation générale finalement qui pèse aujourd'hui sur le prix d'achat des vélos. En fait. Exactement. Alors que les vélos aujourd'hui, on peut les avoir. J'ai été voir sur plusieurs sites. On les a entre 3-4 semaines à quelques mois pour des vélos un peu plus perfectionnés. Mais bref, si on commande aujourd'hui un vélo, on a des chances de l'avoir entre maintenant et début septembre. Mais alors, est-ce que du coup, je peux quand même trouver un vélo un peu plus rapidement si j'en ai besoin tout de suite et surtout un peu moins cher? Il y a des solutions qui existent ou il faut vraiment que je sorte mon portefeuille et que j'attende un peu? Comme dans tout commerce, la nature a horreur du vide. Hein. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution qui se crée. Et la solution, ça a été un petit peu comme on l'a vu dans l'automobile. C'est un peu aussi ce qu'on a pu voir dans le prêt-à-porter, pourquoi pas avec des sites comme Vinted, ça a été le reconditionnement, le vélo d'occasion. Alors le vélo d'occasion, bien sûr, il y a toujours eu les sites de particulier à particulier, les sites comme Le Bon Coin où on trouvait des vélos. Bon là c'est assez risque et péril parce qu'il y a... Parce qu'on peut avoir des vélos volés, on peut avoir des vélos volés, on peut se faire arnaquer, on peut... Bon bref, c'est toujours incertain. Mais là, ce qui s'est passé, c'est le vélo reconditionné par des professionnels. C'est comme la voiture finalement. Exactement. Et il y a plein de startups qui sont créées. Alors j'en ai trouvé Pouet, Cycling, Exter. C'est des startups vraiment qui sont spécialisées dans le vélo reconditionné, qui ne font que ça. Mais il y a pas qu'elles. Il y a Back Market. Les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, ils se sont mis à faire du vélo reconditionné. D'accord. On trouve des vélos, pas très chers. Il y a aussi bien sûr les marques, il y a Cowboy, Vandemove qui proposent des vélos reconditionnés. Vu qu'ils font des reprises des vélos à chaque fois qu'ils en vendent un neuf. Ils les remettent sur le marché ensuite. Ils les remettent sur le marché en les réparant. Et puis il y a aussi bien sûr les géants du vélo. Il y a Decathlon, il y a Alltrix qui proposent des vélos. Et l'avantage, l'intérêt d'acheter ces vélos sur toutes ces plateformes, que ce soit les startups, les marques ou les distributeurs, c'est qu'ils sont garantis jusqu'à 1 an. Pour un vélo d'occasion, c'est quand même... C'est plutôt pas mal. Et là, on trouve des affaires totalement délirantes. C'est ça, en matière de prix, ça coûte combien ?
Alors pour un vélo, je parle que des vélos électriques. Les vélos mécaniques, on en trouve à 100, 200 euros, ça ok. Un vélo électrique à partir de 600 euros, j'en ai vu à 500 et quelques euros. Donc c'est vraiment oui, c'est pas cher. extrêmement abordable. Ouais. Et puis des vélos très haut de gamme ou même moyen de gamme. J'ai vu un moustache à 1600 euros. Un moustache, c'est quand même entre 3000 et 3005, 3600 euros. C'est presque 2 fois moins cher largement. Alors c'est un vélo de 2019, mais c'est quand même un vélo, c'est quand même pas un système perfectionné au point, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'obsolescence des matériaux. Le vélo de 2019, il fonctionne très bien aujourd'hui, il est remis à neuf et vendu 1600 euros. C'est une affaire absolument fantastique à faire. Merci beaucoup Pascal Samama. Pascal Samama, journaliste BFM Business. On passe tout de suite à notre invité de la semaine. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Un quadricycle spécialement conçu pour l'autopartage en libre service, le free floating comme on dit en bon français. Alors quand on dépose la voiture n'importe où, c'est un peu le projet en fait de la start-up Circle. Bonjour Alain Didouka. Bonjour, c'est exactement le projet. Vous êtes le cofondateur justement de Circle et en fait on a un peu l'impression que vous nous réinventez Autolib. Il y a quand même de grosses différences. Disons que Bolloré était un pionnier, alors avec toutes les difficultés du pionnier, le génie en même temps, parce que c'était le début. La rencontre avec le public du coup. La rencontre avec le public, mais trop tôt à tout niveau. Trop tôt parce que le smartphone n'était pas encore au cœur du système avec toutes ses applications, parce que la technologie des batteries n'était pas prête, parce que la technologie de suivi du véhicule n'était pas prête non plus, et qu'il fallait en plus aller à une borne de recharge, repartir d'une borne de recharge. Enfin, c'était extrêmement contraignant. On ne laissait pas la voiture où on voulait, quoi. Voilà. Tandis que le free floating, c'est tout ce qu'il y a de plus convivial, je dirais, avec tous ces opérateurs qui ont fait des applications très simples à utiliser et qui, en même temps, nous, on doit leur amener le véhicule qui va leur permettre d'être rentable. C'est ça le vrai challenge qu'on avait à relever. En fait, c'est ça. C'est aujourd'hui, il y a des voitures, mais qui sont en autopartage, mais qui sont des voitures de monsieur et madame tout le monde, qu'on peut acheter en tant que particulier. De l'autre côté, il y a les applis. Vous avez conçu la voiture avec justement des opérateurs pour répondre à leurs besoins. C'est quoi le besoin d'un opérateur en free floating ? Alors, le besoin de l'opérateur, disons qu'il y a plein de voitures qui pourraient répondre aux besoins par rapport à l'utilisateur. Il faut une petite voiture de toute façon, électrique. Ça peut être 2 places, 92% du besoin en ville. Le problème, c'est que quand on fait un véhicule électrique, il y a le problème des bornes de recharge, plus d'autres problèmes connexes qui font qu'au bout du compte, le seuil de rentabilité est extrêmement difficile à atteindre. Donc nous, ce que nous avons fait avec eux, parce que ça a été co-designé avec eux, c'est de dire quels sont vos points durs. Et essentiellement, c'est tout ce qui tourne autour de l'utilisation du véhicule, de comment on va le recharger, le servicer, le nettoyer, comment on va aussi recharger le véhicule. Et ça, c'était un gros challenge. Donc vous, c'est ça. C'est en fait déjà, c'est pas un véhicule, c'est une voiture électrique, mais qui ne se branche pas. Elle ne se branche pas, voilà, exactement. Donc vous allez le prendre où il est, le redéposer où vous allez, donc sur un parking classique en surface. Et en réalité, dans l'intervalle, quand la batterie commence à se décharger, l'opérateur lui-même est averti et va pouvoir changer les modules de batterie, parce que nous agissons avec des modules de batterie. Ce n'est pas toute la batterie qui s'enlève, ce sont des modules. Alors Autolib, on s'en souvient aussi, c'était un peu des fois ce qu'on découvrait à l'intérieur, on avait un peu l'impression de rentrer dans une poubelle où on n'était pas très sûr de qui était passé avant dans la voiture. Ça, c'est aussi un point que vous avez travaillé avec les opérateurs pour justement lutter contre le vandalisme, pour éviter que les voitures soient trop sales. Comment vous faites justement ça pour faciliter ce travail des opérateurs ? Alors c'est l'évolution de la technologie. Maintenant, on a des dashcams, des senseurs, etc., qui permettent de vraiment voir comment le véhicule est utilisé. Donc si par exemple vous avez même oublié votre sac à l'intérieur du véhicule, vous ne pourrez pas arrêter la location. Vous recevrez de l'opérateur un message disant que vous avez sans doute oublié quelque chose dans la voiture et vous prendrez ça, mais en même temps ça aurait pu être des détritus et autres. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, après chaque usage, le véhicule est décontaminé. Ce qui, post-Covid, est aussi quelque chose d'extrêmement important. Décontaminé du coup par un opérateur ou décontaminé automatiquement ? Automatiquement. Comment ça fonctionne ? Vous pouvez nous expliquer ? C'est un renouvellement d'air comme dans les avions. Donc on a consulté l'OMS là-dessus en disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est... Et donc en 3 minutes, vous renouvelez l'air et vous avez déjà décontaminé 89%, en moyenne bien entendu, du véhicule. Et alors du coup, la voiture, on la voit sur les images pour nos auditeurs qui nous suivent sur BFM Business à la télévision ou sur la chaîne Tech & Co. C'est une toute petite voiture, vraiment petite citadine. Elle va jusqu'à combien ? Est-ce qu'il faut un permis pour la conduire ? Alors il faudra un permis, bien entendu. Les opérateurs loueurs ne vont pas louer à quelqu'un qui n'a pas de permis. Elle ira à 70 km/h. Elle aurait pu aller à 90, mais dans les villes aujourd'hui en Europe, 70 est largement suffisant. L'opérateur pourra même over the air, donc de manière tout à fait automatique,
limiter la vitesse à 50 km/h si dans telle ville, il n'y a absolument pas besoin de rouler à 70. En termes d'application, parce que chaque opérateur forcément aura son appli pour réserver la voiture, comment ça fonctionne? On peut installer n'importe quel système sur votre véhicule? Oui, tout à fait. Notre véhicule sera quelque part une marque blanche. Bon, vous le reconnaîtrez parce qu'il est quand même très reconnaissable, mais c'est une marque blanche, donc on a ce qu'on appelle des API qui vont être intégrés dans l'OS des free flotteurs. Donc en l'occurrence, si vous avez choisi Lime par exemple, ben, c'est sur l'application de Lime que vous verrez Circle et c'est l'application de Lime que vous utiliserez. Justement, vous parlez de Lime. Avec quels opérateurs vous avez travaillé pour développer cette voiture? En fait, les free flotteurs purs, globalement, il y en a 5. Donc, les importants, je dirais, à Paris, il y a les 3 importants qui sont à Paris, Bolt, Lime et Tyr. Vous avez également Voi, le suédois, et vous avez également Bird, l'américain, mais qui n'est pas trop en Europe aujourd'hui. Voilà, ça, c'est les 5 gros. Et puis après, sont venus s'adjoindre des gens qui sont plutôt originaires de l'allocation. Donc, ça peut être du Avis, ça peut être du Sixt ou d'Enterprise, par exemple. Voilà. Qui cherchent à se développer et qui, du coup, pourraient être intéressés par votre solution. Voilà, ils cherchent à développer l'offre d'utilisation pay per minute, comme on dit, histoire de pouvoir ouvrir le champ de leurs possibilités commerciales. Et alors, ce swap de la batterie que vous proposez sur les véhicules, ça veut dire que vous avez une idée de la durée de vie, si ça va permettre justement de prolonger plutôt que de les laisser brancher comme des voitures électriques plus classiques? Alors oui, je dirais que la sustainability est au cœur du projet parce que déjà nos clients le souhaitent, Eric et moi, donc Eric Boulier, le cofondateur de Circle. Donc le fait d'utiliser des modules en fait évite le stress des batteries. Donc on va rallonger la durée de vie des batteries parce que les batteries se rechargent lentement. Il n'y a aucune pression si vous voulez, donc pas de superchargeur. Ce qui permet justement d'augmenter la durée de vie des batteries. Ces voitures, alors vous annonciez l'année dernière que vous alliez en produire 250 à quelques centaines de plus pour les premières flottes qui allaient sortir. Vous allez les produire où, vos voitures? Alors, il se fait que les 2 premières microfactories que nous allons utiliser seront en France, dans le Grand Ouest. Vous pouvez nous dire où vous avez déjà des lieux d'implantation qui ont été choisis? Imaginez tout près d'un grand circuit automobile, par exemple. C'est l'héritage d'Éric Boulier, ça, qui vient de la F1 à la base. Voilà, qui est mayennais quand même, donc de Laval, mais Le Mans n'est pas loin. Et les 2 microfactories sont là. Et après, on étendra ça en Europe, près des lieux de livraison. En fait, ça aussi, c'est sustainability au niveau de la logistique. C'est facile de déployer justement une microfactory, comme vous l'appelez. Vous pouvez en installer très rapidement un peu partout en Europe? Alors, ce qui était difficile à envisager avec des moteurs à explosion, l'est beaucoup plus avec des moteurs électriques, enfin des voitures électriques. On va prendre un exemple, le moteur qui est un moteur français. Donc il n'y en a pas 25, il y a Valeo, mais c'est le moteur le plus compact du marché, il fait 22 kg. C'est celui qu'on retrouve sur l'AMI, du coup, par sur exemple, la Citroën AMI. Mais qui est poussé, qui a un peu plus de puissance. C'est un moteur qui fait 22 kg, donc tout ça est assez facile à assembler. L'année dernière, à Vivatech, vous aviez annoncé une arrivée à Paris en 2023. On est toujours sur ce calendrier-là. Vous pouvez nous en dire un peu plus quand on pourra les essayer en vrai dans la rue? Alors, l'essai en vrai dans la rue, c'est mai 2023. Avec l'application d'un des futurs clients. Lequel? Un des 3 qui se trouve à Paris. D'accord. Mais globalement, l'idée, c'est qu'il y ait déjà 2000 véhicules dans Paris avant la fin de l'année 2023, avec une extension assez rapide vers Munich et vers Berlin. Ça, c'est pour couvrir 2023. Et vous allez faire du coup un peu de bêta-testing avec des clients lambda pour voir comment ça fonctionne. Il a fallu discuter aussi avec la mairie de Paris pour pouvoir déployer vos voitures. En fait, le bêta-testing est fait avec les clients. Donc, on a Proto au mois d'octobre, ils vont bêta-tester, puis ensuite pré-série avec eux. Ce sera chez eux. Et puis, les discussions avec les mairies, c'est eux qui les font. Ils ont déjà, je vais dire, les accès à toutes les mairies dans lesquelles ils ont déployé trottinettes, vélos et scooters. Très bien. Mais écoutez, Alain Didouka, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va passer à l'essai de la semaine, qui est aussi un véhicule qui va servir à être partagé, mais à être utilisé notamment par des chauffeurs de VTC. C'est la limo de Mobilize. Alors Mobilize, c'est la branche mobilité et services du groupe Renault. Et Julien Bonnet et Jean-David Duarte ont testé ce nouveau véhicule, le premier VTC développé par le groupe français. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Avec des villes qui se ferment de plus en plus aux voitures thermiques, les taxis et les VTC cherchent eux aussi à se convertir et à passer aux véhicules électriques. Et c'est justement ce public que vise Mobilize, une nouvelle filiale de Renault dédiée à ces nouvelles formes de mobilité. Et on découvre aujourd'hui, pour le lancement à Madrid, la limo. Tiens, voilà justement une qui arrive. Donc ce véhicule optimisé comme VTC, on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble.
Me voici donc à bord de cette Mobilize Limo et on voulait bien sûr tout d'abord vous parler de l'expérience passager. Donc on a quand même pas mal d'espace, notamment aux genoux, même si la position justement de ces genoux, elle est un peu haute avec le plancher qui est relativement haut par rapport au siège. Mais l'environnement reste quand même confortable. On a notamment accès à de la climatisation, des commandes de réglage du volume ou de la station qu'on veut écouter, ou encore 2 ports USB, donc pour recharger son téléphone par exemple pendant une course. L'autre point important, et surtout pour un VTC ou un taxi, c'est le coffre. Il fait 500 litres, donc ça permet de stocker 2 bagages soute et 2 bagages cabine, donc idéal pour transporter des passagers vers un aéroport ou une gare par exemple. Mais on va tout de suite se mettre en position de conducteur pour vous parler de l'expérience côté utilisateur. À l'avant de cette Mobilize Limo, on découvre un intérieur qui se veut à la fois moderne et pratique. Alors moderne, ça va passer notamment par les écrans, donc l'écran des compteurs derrière le volant, l'écran tactile. Il offre d'ailleurs une bonne définition et une bonne réactivité au toucher, c'est important. On a finalement peu de fonctions intégrées directement dans le véhicule. On va retrouver la radio, l'accès aux différents réglages. Il y a d'ailleurs pas mal d'aide à la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif qui peut aller jusqu'à l'arrêt et redémarrage automatique. Donc ça va être pas mal pour l'utilisation très urbaine de ces VTC. Et ça va se limiter à ces fonctions-là. Il n'y a même pas de navigation intégrée. Pour ça, il va falloir brancher son smartphone sur le véhicule et on va accéder via Android Auto ou CarPlay à Google Maps ou Apple Plan par exemple. Finalement, on a pu rouler assez longuement dans les environs de Madrid à bord de ce véhicule. Il est assez confortable. On a un volant qui a un bon rapport entre finalement une souplesse de la direction, mais également une certaine précision. Donc ça va être pratique pour manœuvrer en ville à travers une circulation des fois un peu chaotique. L'autre bon point, c'est la clim avec les réglages manuels, même si elle a mis un peu de temps à se déclencher. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, il faisait 32 degrés à Madrid, donc elle a été mise à rude épreuve, mais on a eu un peu de temps pour arriver à bonne température, donc ça faut voir sur les versions définitives si c'est pas trop désagréable à la fois pour le chauffeur et ses passagers. Un des points principaux qu'on voulait aborder, c'est que ce véhicule, finalement, vous ne pourrez pas l'acheter. Enfin, le public de professionnels auquel il est destiné, il sera disponible uniquement sur abonnement. Donc ça commence au mois de juin à Madrid et à partir de l'automne à Paris. Donc le principe, c'est simple. Par exemple, à Paris, le tarif il a été fixé à 1 500 € par mois. Pour cette somme, vous disposez du véhicule, mais également de tout l'entretien inclus. Également les consommables, donc par exemple les pneumatiques qui seront changés au moment où ils sont usés par Renault, d'un accès privilégié à un guichet unique dans les concessions, donc Renault pour tout ce qui est entretien, réparation, et également l'assurance incluse. Donc c'est un tarif qui peut sembler assez élevé, mais qui finalement inclut toutes les dépenses d'un professionnel de la route comme un chauffeur de taxi ou de VTC. Avec son look qui peut faire penser à une Tesla Model 3, on aurait du mal à penser que sous cette Mobilize Limo se cache une voiture chinoise. Elle est en effet produite par un partenaire de Renault en Chine, le groupe Jingling. Pour le moment, Renault ne compte pas commercialiser ce véhicule en Europe autrement qu'avec cette formule d'abonnement, avec une formule finalement très simple. Il y a très peu d'options. On choisit la couleur, blanc, noir ou gris de ce véhicule, mais les jantes ou encore les équipements à bord, eux, ils sont complètement de série. Alors que Stellantis dispose aussi avec Free2Move d'une filiale dédiée à ces nouveaux usages de mobilité, Mobilize ne compte pas s'arrêter là. La filiale du groupe Renault va en effet présenter 3 autres véhicules avec des usages sur l'autopartage ou encore la livraison du dernier kilomètre entre 2023 et 2026. L'ambition pour Mobilize et plus généralement pour le groupe Renault, c'est de diversifier les sources de revenus et de tirer parti de cette révolution actuelle au niveau des mobilités. D'ici à 2030, les revenus de cette filiale doivent représenter 20% du chiffre d'affaires du groupe Renault. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, en région. Mobilize, on vient donc de le voir, c'est une société de mobilité et de services. Et ça, les services, c'est votre domaine, Nathalie André. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes donc directrice data et nouveaux services. La donnée, c'est votre rayon. Et du coup, à Vivatech, la semaine dernière, vous avez détaillé toute votre offre en fait, pour les collectivités locales et comment utiliser toutes les données que peuvent récolter les véhicules sur la route pour améliorer justement les dites routes. Exactement. On a annoncé en fait à Vivatech notre première offre de service. Donc Mobilize, en fait, c'est la dernière marque du groupe Renault. Alors on bénéficie évidemment des actifs de Renault, dont les data au niveau de nos véhicules et de l'artificial intelligence, de l'intelligence artificielle, comme on le dit en fait, et de tous les actifs en fait finalement du groupe. Donc on a Renault Digital qui a été fondé en 2017. On a la Software République qui a été nouvellement mise en place il y a maintenant 1 an. On fête aussi les 1 an d'anniversaire. Donc tout ça, ça nous permet finalement de pouvoir avoir une proposition d'offres vis-à-vis des territoires.
Donc les 3 services proposés, on a un premier service qui va adresser en fait la santé de la route et donc qui va permettre aux collectivités locales de pouvoir réduire leurs coûts de maintenance. Un deuxième service qui vise la sécurité routière et ça je pense que c'est un point qui est essentiel en fait pour vous, pour nous, pour tout le monde. Je pourrais vous expliquer en fait comment ce service fonctionne. Et puis un dernier service en fait qui pousse à l'électrification en donnant en fait la possibilité aux collectivités locales qui sont aujourd'hui en fait somme toute aveugles, mais avec un défi, c'est de mettre de l'infrastructure en fait de charge publique, de dire où est-ce qu'il vaut mieux qu'elles les mettent pour pouvoir rentabiliser en fait leur investissement. Vous le dites à l'instant, vous utilisez les données qui sont récoltées par les véhicules. Alors justement, comment elles sont récoltées ? Elles sont récoltées par justement quel véhicule de quel âge ? Alors, le véhicule, pour peu qu'il soit connecté, en fait, il peut transmettre de la donnée en fait, au niveau du cloud. Et après, le cloud, évidemment, est sécurisé. Et pour peu aussi, en fait, qu'il y ait un consentement de données au niveau en fait, de l'utilisateur. Donc, ça peut être votre véhicule. En général, on utilise en fait, les véhicules de la génération en fait, avec une connectivité depuis 2019. Oui, donc ça fait quand même un certain nombre de milliers, voire de dizaines de milliers de véhicules qui balayent les routes en fait pour vous et qui collectent de la donnée. Exactement. Et ça, c'est essentiel parce que finalement, en fait, derrière la data, il faut avoir une certaine représentativité. Donc je pense que à travers en fait aussi l'empreinte de vente de nos véhicules, qui soient thermiques et maintenant de plus en plus, nous étions les pionniers au niveau des véhicules électriques, ça nous permet d'avoir une représentativité parce qu'il n'y a pas en fait un algorithme qui soit bon s'il n'est pas exercé. Justement, avec toutes ces données que vous collectez, comment après vous le monétisez pour, par exemple, vous étudiez l'état des routes, comment vous justement vous amenez après ça aux collectivités ? C'est les collectivités qui vont vous solliciter ? Est-ce qu'elles vont vous dire, par exemple, je voudrais cartographier plutôt telle partie de mon département parce que je sais qu'à cet endroit, il y a beaucoup d'accidents, donc je me demande s'il n'y a pas une cause de routes dégradées ou d'aménagements qui ne sont pas très efficaces. Comment va se passer la relation entre vous et eux ? Alors c'est vraiment comme ça, je pense que c'est à géométrie variable, on part toujours en fait d'un besoin d'une collectivité sur une offre effectivement qui est existante et qui a été construite et qui est d'ores et déjà en fait disponible. Donc ce qu'on va faire en fait, si on prend la sécurité routière, on va avoir en fait le comportement de nos conducteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 30% des accidents qui sont dus en fait à une infrastructure qui est défaillante. C'est énorme parce que dans les chiffres, on dit souvent que 95% du temps c'est la faute du conducteur. En fait, ce n'est pas totalement toujours de sa faute. Ce n'est pas totalement en fait de sa faute. Donc on va regarder en fait finalement, on va superposer, on va avoir une cartographie en fait du territoire pour un territoire donné, superposer en fait pourquoi finalement en fait on a eu cette accélération, cette déviation en fait au niveau du véhicule. Et c'est bien la superposition des deux avec un petit peu d'intelligence et d'analyse en fait derrière qui va nous permettre de dire au territoire, mais finalement vous voyez. Et donc on a vraiment testé et pré-testé notre service. On est capable de leur dire, mais vous voyez, en fait, à cet endroit-là, il ne devrait pas ni y avoir de freinage, ou ni d'accélération, ou ni de déviation. Donc en fait, en général, en cartographiant les deux, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a, nous, constatées. Je vais vous donner un petit exemple. On a constaté, par exemple, qu'au sortir en fait, d'un rond-point, il y avait une mauvaise place de parking qui était adressée. Ça, en fait, ça permet de le corriger. Et je dirais, en fait, la force de ce service, c'est que finalement, vous n'avez pas besoin en fait d'une flotte. Donc vous adressez les travaux, vous priorisez, vous dites quelles sont les zones accidentogènes, où est-ce qu'il faut prioriser au mieux les travaux. Les travaux se font. Et ensuite, en fait, on va dire qu'on est en mode prédictif, puisque on est capable de dire instantanément après les travaux si c'est dangereux ou si finalement c'est bien fait, on a réduit en fait l'accidentologie, si le comportement en fait du conducteur, de l'usager de la route a été corrigé. Donc en fait, ça évite de remettre ce qu'on fait usuellement en fait sur le marché, des flottes qui viennent vérifier si finalement les travaux ont bien été faits et avec un bon niveau d'efficacité. Est-ce que ça va vous permettre d'intervenir par exemple dans la conception des futurs véhicules pour peut-être avoir plus de capteurs pour justement développer encore cette offre pour récolter de la donnée, cette possibilité de récolter de la donnée ? Alors dans le groupe Renault en fait évidemment, et donc il y a cet actif important, on appelle ce qu'on appelle en fait l'architecture centralisée. Donc ça va vraiment en fait nous aider à la fois en fait à avoir une volumétrie et de plus en plus en fait de data au niveau des véhicules, toujours dans la règle de consentement en fait de ce que veut en fait l'utilisateur. C'est lui qui fait son choix. Donc oui, ça permet aussi ça en fait de pouvoir finalement aller plus avant dans la technologie du véhicule pour pouvoir amener en fait des informations qui seront utiles finalement à ces services au niveau de la collectivité, mais aussi en fait à d'autres services que nous sommes en train de
de penser. Et ça, vous le dites, mais c'est vrai que c'est un élément stratégique. À qui appartiennent les données? Parce qu'on se pose souvent la question, à qui appartiennent les données qui sont récoltées par un véhicule? Les données, pour peu que vous ayez un véhicule, Pauline, ce sont les vôtres, ce sont les miennes, j'ai un véhicule. Donc c'est bien, en fait, les données sont de la propriété, en fait, du propriétaire, de l'usager. C'est bien l'usager, en fait, qui génère de la donnée et qui en a la propriété. Et données qui restent, du coup, complètement anonymes. On ne sait pas que c'est ma voiture qui a servi à cartographier tel endroit à tel moment. On ne saura pas, en fait. On fait en sorte, en fait, qu'il n'y ait pas la lisibilité qui est donnée sur quelle était l'identité du conducteur qui a freiné ou qui a accéléré à cet endroit-là. Vous estimez à combien, d'ici 5 ans, le business qui va être généré par cette nouvelle activité d'aide aux collectivités? Alors, on n'a pas donné en fait de chiffres officiels. Ceci étant dit, on sait que ça va contribuer en fait aux 20% du chiffre d'affaires que doit représenter l'activité Mobilize au total à horizon 2030. Donc, on est contributif en fait finalement de cet objectif qui a été annoncé au marché. De manière très claire. Et après, voilà, dans la déclinaison, je pense que ce qui est important quand on s'adresse, et c'est toutes les discussions qu'on a avec les collectivités territoriales, c'est finalement ce que ça leur rend comme service. Donc on voit en fait qu'analyser la santé des routes, aujourd'hui c'est 2000 km de routes dégradées en France, c'est 15 milliards de dépenses pour pouvoir les remettre à jour. Bon, et on sait qu'à travers notre service, on estime qu'il y a 20% de réduction de coûts. Qui vont être c'est des dépenses qui sont évitées. Ensuite. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Je pense que sur la sécurité routière, on le comprend tous, c'est le nombre de vies sauvées. Et ça, je pense qu'en fait, on peut le compter. Il y a une comptabilité là-dessus. Moi, je pense que c'est le nombre de vies en fait qu'il faut regarder. Donc on a un objectif qui est bien plus grand que le nôtre. Merci beaucoup Nathalie, André d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cette édition d'En route pour demain. À bientôt, au week-end prochain sur BFM Business et Tech & Co. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.